Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va continuer la série sur les personnages intérieurs avec le personnage de Lévitan. Donc cette vidéo, comme les précédentes, se compose de 4 parties. Première partie, on va voir à quoi ressemble ce personnage, comment le reconnaître, comment il impacte nos vies. Deuxième partie, on va voir ce qui nourrit ce personnage, comment il s'est construit et comment il survit en quelque sorte. Troisième partie, on va s'intéresser aux perspectives d'évolution et enfin, on verra quels sont les conseils à appliquer pour soi ou pour aider les autres. Donc on commence tout de suite avec les comportements d'auto-sabotage de Lévitan. Alors Lévitan, il va nous pousser à adopter certains comportements par rapport aux autres et aussi dans notre vie personnelle. Alors dans notre vie personnelle d'abord, Lévitan va nous conduire à procrastiner, à oublier nos priorités, à négliger nos besoins et à nous perdre dans des routines et des habitudes confortables. Et sur le plan relationnel, Lévitan va nous conduire à éviter de nous affirmer. Donc on va refouler notre colère, souvent inconsciemment. On va adopter des comportements passifs-agressifs plutôt que de dire les choses frontalement. On va avoir du mal à dire non. Parfois on va dire oui alors qu'on n'a aucune intention de faire ce qui nous est demandé par exemple. On va refuser de discuter des problèmes et on va parfois se montrer émotionnellement indisponible. Et quels sont les impacts alors de tous ces comportements sur nos vies? Premier impact qui est majeur chez les personnes qui sont sous l'emprise de Lévitan, c'est une anxiété qui est forte, parce que bien sûr, tout ce qui a été évité en termes de tâches, en termes de conflits potentiels, en tout cas de conversations, tout ça, ça reste dans un coin de notre tête. Et donc il y a une anxiété permanente par rapport à ce qui n'a pas été fait, qui peut être mêlée à une forme de culpabilité, puis aussi à une peur de perdre notre paix intérieure, parce que c'est ce qui compte le plus pour nous de préserver cette paix. Deuxième point, deuxième gros impact de Lévitan sur nos vies. En fait, Lévitan nous conduit à allouer beaucoup de ressources, à mettre un couvercle sur la colère et sur la frustration que l'on ressent, que l'on a en soi et qu'on ne veut pas ressentir justement. Et donc on va éprouver une grosse fatigue en général parce que ça demande de l'énergie tout simplement d'étouffer ses émotions. Ensuite, un troisième impact, c'est une tendance à être dans une passivité, dans un manque de motivation, dans une nonchalance. Donc en général, les problèmes qu'on ne résout pas vont finir par s'amplifier, les tâches qu'on a reportées vont s'accumuler, on va avoir l'impression de ne pas avancer dans nos projets, et puis comme on est dans le déni de nos difficultés, on a du mal à tirer de leçons de ce qu'on vit, on va avoir du mal à apprendre et à progresser. Et ça va aussi s'accompagner d'une difficulté à choisir, d'une difficulté à agir dans l'urgence. Voilà, on peut être comme paralysé et on a un rapport à l'action qui est assez compliqué. Un quatrième impact de Lévitan sur nos vies, ça va être une tendance à s'anesthésier. Alors ça peut être par exemple en mangeant beaucoup, en s'affalant devant la télé pendant des heures. Ça peut être aussi de fusionner avec l'autre, de se fondre complètement dans l'autre. Parfois aussi, cette fuite, cette anesthésie, elle se passe dans l'action, en étant très productif, mais sans forcément prendre conscience de ce qui est important en fait. Donc voilà, il y a cette notion de fuite et d'anesthésie pour surtout ne pas ressentir ce qu'on ressent. Et enfin, un dernier impact, c'est sur le plan relationnel. Comme on refoule notre colère sous l'emprise de Lévitan, on va nourrir du ressentiment envers les autres. Et puis, comme on refuse d'avoir des conversations, de dire ce qui ne va pas,
comme on veut absolument rester neutre à tout prix, bah, l'autre va déjà avoir du mal à nous faire confiance, hein, parce que quelqu'un qui vous dit seulement le positif, bah, c'est difficile de lui faire confiance. Et aussi, les relations risquent de rester superficielles puisqu'on ne parle pas des choses importantes finalement, ou en tout cas des choses profondes. Voilà pour les impacts que l'évitant peut avoir sur nos vies. Alors maintenant, qu'est-ce qui nourrit cet évitant? Alors déjà, comment est-ce qu'il naît? En général, on retrouve l'évitant plutôt chez des personnes qui ont eu une enfance difficile, qui se sont senties négligées, alors souvent dans des familles où il y avait pas mal de tensions et de conflits, et où en fait l'enfant se met un peu en retrait pour, prendre une posture plutôt de médiateur, de pacificateur, pour ne pas rajouter des problèmes là où il y a déjà des problèmes. Et il va apprendre à ne pas tenir compte de ses besoins. Ça, c'est le cas le plus fréquent. Ça peut être aussi un enfant qui a une enfance vraiment sans aucun problème et qui n'apprend pas du tout à accueillir, à vivre les émotions désagréables parce que tout roule tout le temps. Ça, c'est un peu plus rare, mais c'est possible aussi. En tout cas, la leçon que l'enfant va tirer de ces expériences, c'est que pour être en paix, pour être heureux, il vaut mieux qu'il garde ses opinions pour lui, qu'il ne fasse pas de vagues, qu'il ne prenne pas l'initiative, qu'il s'efface d'une certaine manière. Et, le mécanisme de défense qui s'installe, donc c'est l'inertie. C'est l'inertie, mais qui s'accompagne souvent d'une obstination à rester neutre à tout prix. Donc c'est une inertie qui est presque active en fait. Voilà, et par la suite, il y a un certain nombre de croyances qui vont continuer à nourrir ce personnage de l'évitant. Alors je vais vous donner quelques exemples de croyances. Les choses vont se régler toutes seules avec le temps. Je dois à tout prix éviter de blesser l'autre. Si je rentre en conflit avec l'autre, je risque de perdre la connexion avec lui ou avec elle. Je dois conserver coûte que coûte mon équilibre et ma paix intérieure. Il vaut mieux aller dans le sens des autres que de faire une scène. Et quand l'évitant se sent menacé et qu'il a besoin de se justifier, il va dire des choses, ou il va nous faire dire des choses plutôt comme je suis quelqu'un de bien, moi, parce que j'épargne les sentiments des autres. Les conflits sont toujours négatifs, rien de bien ne peut en ressortir. C'est bien d'être flexible, c'est ma plus grande qualité. Et il faut bien que quelqu'un maintienne la paix et c'est moi qui remplis ce rôle. Voilà. Voilà un petit peu les justifications du personnage. Alors maintenant, quelles sont les perspectives d'évolution? Alors vous avez l'habitude, hein, le personnage, quand il s'efface parce qu'on en prend davantage conscience et qu'on arrive à davantage dépasser ces mécanismes d'auto-sabotage, on va pouvoir prendre à notre compte et tirer avantage des côtés positifs de ce personnage. On va pouvoir emprunter ses qualités. Alors, concernant l'évitant, les qualités qu'on va pouvoir lui emprunter, c'est son don de médiateur, sa capacité à comprendre les autres, son sens de la diplomatie, de la collaboration, de l'inclusion, sa patience aussi, et sa capacité à soutenir les autres. Maintenant, quand on arrive à se libérer totalement de son emprise et à se reconnecter à notre essence, alors là, on va être capable d'apprendre à dire non, à se dire non à soi, à dire non aux autres, à s'affirmer librement. Et on va agir avec justesse. Ça va nous permettre d'agir en étant performant, performante. On va être engagé dans nos actions, on va être impliqué dans ce que l'on fait, on va avoir le sens des responsabilités. Et aussi, en fait, on va faire tout ça, mais en étant présent, en étant vraiment présent dans l'instant, en étant vivant, en étant à la fois connecté à soi, connecté aux autres,
Et c'est justement cette connexion à l'instant présent qui va nous permettre d'agir avec autant de justesse et autant de sagesse. Ce qui va se passer aussi en se reconnectant comme ça à cette essence, c'est que le déni, le refoulement de la rage qu'on avait intérieurement, tout ça, ça va laisser place à une réelle paix, une réelle équanimité qui ne sont pas une façade qui masque quelque chose de désagréable en nous comme ça l'était auparavant. Donc ça va être vraiment très, très paisible, mais une paix réelle. Voilà. Voilà pour la perspective. Alors maintenant, quels conseils j'ai à vous proposer pour justement faire ce travail de libération? Alors d'abord, pour vous-même. Donc comme d'habitude, le premier conseil, c'est toujours le même, c'est d'apprendre à chaque fois que vous constatez que vous êtes sous l'emprise de l'évitant et que vous êtes dans des comportements d'auto-sabotage, dans des croyances qui vous limitent, ça va être à chaque fois que vous observez cela, de revenir à la présence, de revenir ici et maintenant, de vous reconnecter à quelque chose qui vous ancre, qui vous centre. Ça, c'est vraiment le premier exercice à faire. Ensuite, deuxième conseil, c'est de prendre conscience des mensonges de l'évitant. Par exemple, le mensonge selon lequel le conflit est forcément mortifère, le mensonge selon lequel vous ne serez pas capable de vous défendre, de vous affirmer en cas de désaccord avec l'autre. Le mensonge selon lequel vos besoins ne comptent pas ou votre avis est insignifiant. Voilà, ça sont des mensonges sur lesquels ça peut être intéressant de travailler. Troisième conseil, ça va être de prendre conscience de votre valeur et de prendre conscience de vos talents. Donc ça peut être une belle exploration de découvrir vos capacités souvent enfouies, ou simplement de prendre conscience de celles que vous exprimez déjà mais dont vous n'avez pas conscience. Quatrième conseil, c'est de donner de l'importance à vos besoins. Vos besoins comptent autant que les besoins des autres, et vous êtes la seule personne qui est responsable d'honorer ces besoins, vos besoins. Donc c'est le moment de commencer à vous connecter à vous et à reconnaître ces besoins pour les prendre en considération. Et enfin, dernier conseil, je vous invite aussi à apprendre à croire à votre capacité d'entreprendre quelque chose jusqu'au bout, et à vous donner pour ça une structure qui va vous aider à passer à l'action de façon sécurisée, en étant au clair sur les priorités, les étapes, etc. Ça ne veut pas dire que vous allez faire exactement ce que vous avez prévu, mais ce cadre, il va vous permettre de faire le premier pas, puis le deuxième, puis vous allez voir que vous allez réussir à avancer, mais vous avez besoin pour ça de mettre en place une structure, en tout cas au début, pour initier le mouvement, et aussi d'avoir toujours cette structure au cas où vous vous découragez en fait pendant que vous cheminez vers votre objectif. Et maintenant, pour terminer, les conseils pour les proches. Alors, si vous êtes confronté à un ou une personne proche qui est sous l'emprise du personnage de l'évitant, déjà la première chose à faire, comme d'habitude, c'est de vous recentrer, de prendre soin de vous et de vérifier que vous-même vous êtes dans votre essence et non sous l'emprise de vos saboteurs. Première chose à faire. Sinon, tant que cette condition n'est pas remplie, c'est pas la peine d'essayer d'aider les autres. Je le répéterai jamais assez. Ensuite, mon deuxième conseil, ça va être de laisser la personne s'exprimer sans la bousculer, de lui laisser prendre le temps aussi de se décider, voilà, de ne pas lui mettre de pression. Le troisième conseil, ça va être de l'aider à exprimer ses besoins, ses opinions, l'aider aussi peut-être à prioriser, l'aider à affirmer ses limites, l'aider à prendre les risques dont elle a besoin pour avancer. Et enfin, dernier conseil, c'est de ne pas abuser de sa flexibilité, parce que c'est la flexibilité qu'elle affiche, c'est le signe que son évitant est très présent, et non pas forcément le signe qu'elle est vraiment en accord profondément avec les compromis qu'elle est en train de faire, par exemple.
Donc n'abusez pas de sa flexibilité. Voilà, j'ai terminé pour ce personnage de Lévitan. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions en commentaire ou par message. Et si vous voulez être accompagné pour faire ce travail, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous avec moi pour des consultations. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.